Bonjour, alors je te propose ici de découvrir ou redécouvrir le nombre pi. Et comme tu vois, j'illustre cette séquence ici avec un certain nombre d'objets. Est-ce que tu as une idée de pourquoi j'ai choisi ces objets? Qu'est-ce qu'ils auraient bien en commun? Eh bien, si tu regardes bien, tu vois qu'ils ont tous en commun le fait de posséder un ou même plusieurs cercles. Et puisque le nombre pi permet de caractériser le cercle, eh bien, tu vois que chacun de ces objets est concerné d'une manière ou d'une autre par le nombre pi. Voilà, alors parmi tous ces objets, il y en a un qui symbolise particulièrement bien le nombre pi et que je vais utiliser ici avec toi pour mener un petit jeu. Un petit jeu qui va consister à imaginer que c'est toi l'inventeur de ce dispositif. Alors peut-être que tu l'as reconnu, ce dispositif, c'est ce qu'on appelle un odomètre. Ça permet de mesurer des distances au sol. Le principe en est très simple, on prend le manche ici pour faire tourner la roue au sol et ben voilà, ça permet de mesurer des distances. Alors essaye d'imaginer que c'est toi l'inventeur de ce dispositif. Qu'est-ce que tu dois faire, tu penses, pour mesurer des distances à partir du mouvement de cette roue? Alors voilà, tu t'imagines probablement assez facilement qu'il te faudra imaginer un petit mécanisme comme ceci de transmission du mouvement de la roue qui va te permettre, sur un compteur ici, de mesurer le nombre de tours qu'effectue la roue lors du déplacement. Donc voilà, le principe en est très simple. Tu vas tout simplement déplacer le dispositif, la roue va tourner et le compteur ici va compter le nombre de roues. Tu vois ici, je vais aller jusqu'à 2 tours et tu vois bien ici que grand N, le nombre de tours, vaut 2. Voilà, c'est le principe de l'odomètre qui va te permettre de mesurer des distances. Alors, comment obtenir la distance à partir du nombre de tours? C'est d'imaginer ce qu'il te faut. Il te faut bien sûr connaître la distance parcourue sur un seul tour de roue. Alors, pour connaître la distance parcourue sur un seul tour, comment est-ce que tu vas faire? Une chose que tu pourrais par exemple faire, c'est de mesurer la distance en faisant tourner la roue sur un tour sur le sable, de manière à ce que tu vois l'empreinte de la roue comme ceci. Alors si tu marques la roue à un endroit qui est marqué par la flèche ici, avec un petit caillou que tu viens coincer dans les reliefs du pneu, ça va te permettre d'avoir un point de repère comme ceci qui va s'imprimer dans le sable. Tu vois ici l'empreinte du pneu dans le sable. Et maintenant, tu peux continuer à tourner sur un tour. Et quand tu auras fait un tour, tu verras de nouveau ici l'empreinte du petit caillou qui te donnera la possibilité de mesurer la distance qu'on va appeler P ici. Pourquoi P? Parce que ça correspond à un périmètre de la roue, bien sûr. L'empreinte qu'il y a dans le sable ici correspond bien à un périmètre ici qui a été bien sûr déroulé ici dans le sable. Voilà, et une fois que tu auras P, tu auras la possibilité de traduire le nombre de tours en distance parcourue, tout simplement en multipliant le nombre de tours par le périmètre de la roue, c'est-à-dire la distance parcourue sur un seul tour. Voilà, c'est le principe de l'odomètre, c'est très simple. Mais quand même, la technique que je t'ai proposée ici n'est pas très réaliste, parce qu'un odomètre s'utilise dans des conditions qui peuvent être très différentes. Par exemple, tu peux utiliser un odomètre pour mesurer une longue route qui présente plein de défauts, comme une route en cailloux ici. Alors pour éliminer l'effet de tous ces obstacles que représente chacun des cailloux, tu vas utiliser une grande roue. Ça va te permettre de lisser tous les défauts. Voilà, à l'opposé, il se pourrait que tu doives mesurer des distances assez courtes sur des terrains bien plats, comme par exemple pour mesurer les distances ici d'un terrain de tennis. À ce moment-là, tu pourras te permettre d'utiliser un odomètre beaucoup moins encombrant avec une petite roue, ça marchera très bien. Donc voilà, tu vois bien que si tu es l'inventeur de ce dispositif et que tu veux vendre des odomètres, il te faudrait être capable de connaître P ici pour n'importe quel diamètre de roue. Autrement dit, il te faudra une formule qui te donne le périmètre de la roue en fonction de son diamètre. Voilà, et cette formule-là, elle n'est pas si évidente. Si tu ne connais pas le nombre pi, j'imagine que tu ne pourras pas me répondre
à la question suivante. Quel est le périmètre correspondant à un diamètre de 40 cm? Est-ce que tu as une idée de cette réponse? Ben voilà, si tu ne connais pas le nombre pi, tu ne connais sans doute pas la réponse. Alors tu réfléchis et tu te demandes vraiment comment connaître ce périmètre connaissant le diamètre. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Tu réfléchis, et au bout d'un moment, tu te désespères et tu te dis « Ah, tout de même, si la roue était carrée, ça serait vachement plus simple. Pas besoin de faire de mesure dans le sable, hein, la mesure ne serait pas très commode d'ailleurs. Pourquoi? Ben parce que je sais que le périmètre du carré, c'est 4 fois la longueur d'un côté que j'appelle D ici. Ce serait 4 fois D. Et donc je sais qu'ici, j'aurai 4 fois 40, c'est-à-dire 160, 1,60 m. Inutile de faire la mesure dans le sable, je le sais. Et je peux donc connaître le P à mettre ici dans ma petite formule pour n'importe quelle taille de roue. Hein, voilà. Mais bon, il se fait qu'une roue carrée, c'est pas très pratique. Hein, si tu avais choisi une roue hexagonale, les choses auraient été mieux. Hein, l'hexagone se rapproche un peu plus du cercle. Hein, ça serait moins irréaliste de faire la mesure dans le sable comme je te le proposais, mais ce serait même pas nécessaire, puisque on peut facilement calculer le périmètre d'un hexagone à partir de la connaissance de son diamètre, et je peux donc avoir cette formule dont j'ai besoin ici. Alors pourquoi est-ce que je peux répondre à ça? Ben, tout simplement parce que je me rappelle qu'un hexagone est constitué de triangles équilatéraux. Tous ces côtés ici ont la même longueur. Et dans un côté ici, ben, je retrouve le diamètre. Il me suffit de doubler le côté ici pour retrouver le diamètre. Et donc je vais prendre ici deux côtés. Tu vois que je reporte cette distance ici, là. Et tu vois qu'un diamètre se retrouve ici sur deux côtés de l'hexagone. Et je vois donc que le périmètre de l'hexagone contient un diamètre, deux diamètres, trois diamètres. C'est tout simple. J'ai une formule aussi simple que celle du carré. Plutôt que d'avoir 4 fois D, j'ai 3 fois D comme formule. Et ceci me permettrait de développer des odomètres avec toute taille de roue. Il me suffit d'appliquer cette petite formule ici pour pouvoir transformer le nombre de tours en distance parcourue. Ça serait formidable. Le problème, c'est qu'en pratique, on ne va pas utiliser une roue hexagonale, on va utiliser une roue circulaire. Pardon, je vais ici continuer en disant que si j'ai 40 cm, effectivement, je peux directement utiliser ma formule. Je n'ai pas besoin de faire la mesure dans le sable, je vais mesurer 1,20 m, 3 fois 40 cm. Voilà. Mais comme je te le disais, ce ne sont pas des hexagones qu'on veut utiliser comme roues, hein, ce sont des roues circulaires. Alors tu vas me dire, on pourrait peut-être choisir des polygones comme ceci. Un hexagone, c'est un polygone, il contient plusieurs côtés. Si j'avais choisi par exemple un polygone à 8 côtés, c'est-à-dire un octogone, je me rapproche de plus en plus du cercle, comme tu peux le voir. Et à ce moment-là, ce que je ne peux pas faire, comme avec l'hexagone, calculer le périmètre. Et si je suis capable de le faire, pourquoi est-ce que je n'augmenterai pas encore le nombre de côtés pour arriver à quelque chose de très très proche du cercle qui me donnerait finalement le périmètre du cercle. Alors si je te dis tout ça, c'est parce que c'est la technique qui a été utilisée par Archimède il y a 2300 ans pour calculer le périmètre du cercle. Il a pour ça, lui, utilisé, avec des calculs très compliqués, il a utilisé un polygone de 96 côtés. Essaye de t'imaginer ça. 96 côtés, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de petits côtés ici. Si je connais la mesure, comme je l'ai fait ici, d'un côté du polygone, eh bien, je peux faire 96 fois cette mesure pour avoir le périmètre. Et le périmètre, bien sûr, sera très très proche de celui du cercle. C'est comme ça que Archimède est arrivé à calculer pour la première fois de manière rigoureuse le périmètre du cercle. Mais voilà, le problème, c'est que ces calculs-là sont très compliqués et on n'y a pas accès maintenant. Donc on va se contenter de l'analyse qu'on a faite avec le carré d'une part et l'hexagone d'autre part. Mais tu vas voir que ça va déjà nous mettre sur la piste, ça va déjà nous donner quelques informations parce que je vais maintenant comparer le carré et l'hexagone au cercle. Voilà le carré comparé au cercle. Tu vois que c'est un cercle de rayon
de diamètre D. Voilà, et que ce qu'on voit ici, on voit bien sûr que le périmètre du cercle ici est plus petit que le périmètre du carré, qui vaut 4 fois D. Je peux donc dire bien sûr que P est plus petit que 4 fois D. Et au contraire, pour l'hexagone, on voit que le périmètre du cercle est plus grand que le périmètre de l'hexagone, qui valait 3 fois D. Je vois bien ici que, effectivement, j'effectue chaque fois un raccourci ici, plutôt que de parcourir les courbures qui est ici. Je fais chaque fois un petit raccourci. Il est clair que le périmètre du cercle est plus grand que celui de l'hexagone. Et je peux donc dire que P est plus grand que 3 fois D, qui est bien le périmètre de l'hexagone. Je peux combiner ces deux résultats comme ceci, je les mets ensemble pour arriver à conclure que, à coup sûr, le périmètre d'un cercle est plus petit que 4 fois son diamètre et plus grand que 3 fois son diamètre. Voilà, et à partir de là, je peux bien sûr anticiper l'existence d'une formule qui va me donner le périmètre du cercle en fonction de son diamètre. Je vais devoir mettre un nombre ici, un nombre qui est l'équivalent du nombre 4 que j'ai ici pour le carré et du nombre 3 que j'ai pour l'hexagone. Mais cette fois-ci, c'est pour le cercle, et puisque le cercle se trouve entre l'hexagone et le carré, on sait forcément que ce nombre sera compris entre 3 et 4. Le symbole qui est ici, peut-être que tu ne le connais pas, il veut tout simplement dire plus petit que. Le périmètre du cercle est plus petit que 4 fois son diamètre. Le nombre qui est à mettre là est donc forcément plus petit que 4. Et de même, 3 est plus petit, c'est le diamètre de l'hexagone, qui est plus petit que le périmètre de l'hexagone, qui est plus petit que le périmètre du cercle. Je peux le lire dans ce sens-là. Le périmètre du cercle est bien plus grand que 3. Et donc le nombre qui est ici est bien plus grand que 3. 3 est plus petit que ce nombre. Voilà, c'est juste pour te familiariser avec cette écriture. Et donc voilà, tout ce que je peux dire aussi ici, c'est que le nombre que je vais mettre ici est probablement plus proche de 3 que de 4. Tu es d'accord que l'hexagone est plus proche du cercle que le carré. Le carré s'éloigne plus du cercle. Donc je peux déjà conclure de ma petite analyse ici que le nombre que je vais mettre ici est plus proche de 3. Et pour ça, je mets ici quelque chose qui forme un signe égal avec une petite vague pour dire qu'il sera proche de 3, mais pas égal à 3 bien sûr, puisque 3, ce sera la valeur applicable uniquement bien sûr à l'hexagone, pas au cercle. Le cercle est bien plus grand, le périmètre du cercle est bien plus grand. Voilà. Eh bien, le nombre qu'on va mettre ici, qui est plus proche de 3 que de 4, mais qui est quand même plus grand que 3, eh bien, ce nombre, on va l'appeler pi. Alors, pourquoi pi? Eh bien, parce que c'est Archimède qui a calculé pour la première fois ce nombre. Et Archimède était grec. Il calculait le périmètre qui, pour lui, s'appelait, le mot qui est ici, si tu connais les lettres grecques, peut-être que tu le reconnais, c'est le mot périphéria. Périphéria qui veut dire périmètre, tout simplement. Et tu vois que la première lettre de ce mot, eh bien, c'est pi. Voilà, et donc, c'est la lettre pi qu'on va mettre ici. C'est le nombre qui remplace donc le 4 qu'on avait pour le carré ou le 3 qu'on avait pour l'hexagone. Pour le cercle, c'est pi. Voilà, alors Archimède a réussi à le calculer, comme je te le disais, à partir du calcul du périmètre d'un polygone de 96 côtés. Malheureusement, c'est compliqué, c'est un calcul difficile, pour lequel tu n'as sans doute pas les bases. Et donc, on ne peut pas aller plus loin ici. Je vais te proposer de mesurer le nombre pi à partir d'une expérience. On ne va pas pouvoir faire ces calculs, on n'a pas accès à ça. Et donc, je vais te proposer pour terminer une expérience. Une expérience qui va tout simplement consister à mesurer le périmètre d'une roue en lui faisant faire un tour. Voilà, tu vois que j'ai représenté la roue ici, le sol sur lequel elle se déplace. Cette expérience, je vais te proposer de la faire à ton écran. C'est-à-dire que la première chose que je vais te demander de faire ici, c'est de mesurer le diamètre de cette roue à ton écran. Voilà, tu peux arrêter l'image pour faire ça tranquillement. Moi, en attendant, je vais mesurer
le diamètre que j'ai, voilà, je vois que à mon écran, c'est 5,3 cm que je relève. Je répète, fais l'expérience toi-même, ce sera très intéressant, tu vas voir. Tu notes le résultat sur un petit bout de papier. Ensuite, bien sûr, tu l'as compris, on va mesurer le périmètre de la roue en lui faisant faire un tour complet. Voilà, je marque pour ça le point de départ, et tu vois que la flèche ici qui permet de repérer ce point sur la roue va faire un tour complet. Voilà, on mène notre expérience, voilà, elle a effectué son tour, je mets le point de repère ici. Et maintenant, je t'invite à mesurer la distance correspondant à ce périmètre qu'on vient de dérouler ici sur le sol. Voilà, ce périmètre P, qu'est-ce que tu mesures toi? Tu peux faire la mesure. En attendant, moi, je fais la mienne. Et qu'est-ce que je vois? Je vois 16,6 cm. Voilà. Et pour mesurer maintenant pi, je vais tout simplement utiliser la formule qui lie le diamètre au périmètre du cercle, bien sûr. Et ça, comme on l'a vu tout à l'heure, le périmètre du cercle sera donné par un nombre qu'on va chercher à calculer, qu'on appelle pi pour le moment, fois le diamètre. On sait que c'est un nombre qui est compris entre 3 et 4 et qui est plus proche de 3. Alors voilà, pour connaître ce nombre pi, je vais tout simplement rentrer les valeurs que j'ai mesurées ici. Je vais t'inviter à faire la même chose chez toi. Tu vas tout simplement prendre la valeur que tu as pour le périmètre, la valeur que tu as pour le diamètre, et écrire la formule en remplaçant les valeurs ici. Voilà. Une fois qu'on a ça, bien sûr, pour avoir le nombre pi, tu penses bien que c'est très simple. Il suffit de diviser par le diamètre ici qui vaut 5,3. Je vais donc diviser à gauche et à droite par 5,3. Alors si je divise 5,3 par 5,3, ça devient 1. J'ai plus besoin de l'écrire. Et ici, j'ai 16,6 divisé par 5,3. Tu peux prendre ta calculette pour voir ce que ça donne. Et ça donne à peu près 3,13. Alors, ce qui est très important maintenant, c'est que je vais te proposer de faire ça avec les nombres que toi, tu as mesurés. Et je vais donc te demander d'analyser la différence. Est-ce que tu obtiens quelque chose de proche de 3, comme moi je l'ai ici? Probablement que oui. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu étais un peu trop imprécis dans la mesure des longueurs. Voilà, alors cette valeur-là, c'est pas tout à fait ce que Archimède a relevé. Archimède, avec ses calculs savants-là, avec son polygone de 96, 96 côtés ici, a mesuré, lui, 3,14. Alors effectivement, si j'avais été plus précis, j'aurais pu obtenir ce résultat. Si tu regardes ici, je remets ma règle et tu vois que si j'arrive juste entre deux petits traits séparés d'1 millimètre, je ne suis pas tout à fait à 16,6, mais je suis à 16,65. Je suis juste à un demi-millimètre près. Voilà. Donc, c'est ça que je dois faire, diviser par 5,3. Et si tu fais ça, avec ta calculette, tu verras que tu obtiens 3,14. Donc tu vois que ça demande une grande précision. Et ce nombre de 3,14, toi, tu aurais pu l'obtenir aussi avec les mesures que tu as faites à ton écran. Par exemple, si tu avais fait une mesure sur une tablette, qui est 2 fois plus petite que ton écran d'ordinateur, forcément, tout est diminué d'un facteur 2. Forcément. Donc moi, par exemple, qui mesurais 5,3 cm ici, j'aurais mesuré la moitié, 2,65. Et pour forcément, le périmètre, c'est la même chose. Le périmètre déroulé ici, il est aussi 2 fois plus petit que ce que je mesurais sur mon écran. J'aurai 8,3. Et tu penses bien que le rapport de l'un sur l'autre ici est tout à fait le même que celui-ci. Il suffit de diviser ces deux nombres par 2 pour obtenir ceci. C'est forcément le même rapport, ils ont tous les deux le rapport du périmètre sur le diamètre va forcément être le même si je les ai tous les deux divisés par le même nombre. Tout ça pour te dire que ce nombre pi est un nombre tout à fait universel qui concerne tous les cercles. C'est bien ça que Archimède a découvert, bien sûr. Ce nombre est universel, il caractérise tous les cercles, il représente le rapport entre le périmètre du cercle et son diamètre. Pour tous les cercles, c'est un nombre universel.
Alors ce 3,14, il est donc important. Il est important que tu réalises bien ce qu'il signifie. Et pour ça, je vais ici représenter ce que signifie ce 3,14. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le périmètre d'un cercle est 3,14 fois plus grand que son diamètre. Si je courbe le diamètre comme ceci pour venir le mettre sur la périphérie, sur le périmètre du cercle, je vois qu'effectivement, ce diamètre apparaît une fois, deux fois, trois fois, et puis qu'il reste un petit morceau qui va correspondre ici au 0,14 qu'il me reste à ajouter aux 3 qui sont ici. Donc voilà, j'ai bien 0,14 à rajouter, 0,14 fois le diamètre. Ce sera la distance que j'ai ici. Voilà, et 0,14, c'est à peu près 1/7. C'est pas mal d'avoir ça à l'esprit, parce qu'alors tu peux dire que pi, c'est 3 plus 0,14, c'est-à-dire 3 plus 1/7. Si je réduis au même dénominateur, je vais avoir 3 fois 7 ici, bien sûr. 3 fois 7, c'est 21, et 21/7 plus 1/7, c'est 22/7. C'est une façon d'exprimer pi qui est pas mal à retenir. C'est pas trop difficile. On sait que pi est proche de 3, effectivement. 21 sur 7, c'est 3. Mais c'est un peu plus grand que 3, et donc on va mettre 22 plutôt que 21. Voilà, c'est un nombre qu'il est pas mal d'avoir à l'esprit. C'est une façon d'approcher pi. Et comme tu vois, je ne dis pas que c'est tout à fait égal à pi. Parce que quand on essaye de faire le calcul de pi, comme Archimède l'a proposé, Archimède a obtenu un nombre qui possède ici des décimales. Et quand on cherche à avoir de plus en plus de précision, ce qui est possible de faire avec la technique d'Archimède, Archimède, comme il faisait tous ses calculs à la main, il a dû s'arrêter à 96, mais en fait, la technique qu'il a développée permet d'aller beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à 100 000, 1 million de côtés. Avec les ordinateurs, on sait faire ça maintenant. Et si on le fait, eh bien, on constate que pi est un nombre qui n'a jamais de fin. On n'arrive jamais à la fin du nombre pi. C'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Quand on essaie d'être plus précis, on va toujours rajouter des décimales comme ceci. Voilà, donc on ne sait pas en fait mettre ce nombre sous forme de 2 nombres entiers. Un quotient de 2 nombres entiers. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle en mathématiques un nombre irrationnel. Mais voilà, ça, ce sont des choses un peu trop subtiles. Pour le moment, retiens qu'en fait, personne ne connaît le nombre pi. Il est impossible de le calculer. Même le meilleur ordinateur ne sait pas mettre ici un nombre infini de décimales. Et donc, personne ne connaît le nombre pi. Voilà. Voilà, donc ce nombre pi est assez fascinant. En fait, il a fasciné pas mal de monde. Il y a des gens qui s'amusent, par exemple, à retenir toutes les décimales de pi. Enfin, pas toutes, puisqu'on ne les connaît pas, mais le plus possible. Par exemple, en 2006, il y a un Japonais qu'on voit ici, qui était capable de retenir jusqu'à 100 000 décimales du nombre pi. C'est très spécial, il faut dépenser pas mal de temps pour être capable de faire ça. Mais voilà, c'était un record de l'époque, j'imagine qu'il a été battu depuis. Voilà, alors bien sûr, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire ça, il faut bien te rendre compte que le nombre pi est par contre très utile en pratique. Il permet notamment, on vient de le voir, de calculer le périmètre du cercle en fonction de son diamètre. P est égal à pi fois d, mais il permet aussi de calculer la surface du cercle en fonction de son diamètre. On peut également calculer la surface d'une sphère en fonction de son diamètre, le volume d'une sphère en fonction de son diamètre. Tu vois que pi intervient partout. On peut prendre le cylindre, c'est la même chose, surface et volume sont ici fonction de ce nombre pi. Même chose pour le cône, comme tu peux voir. Donc tu comprends bien qu'en géométrie, pi est tout à fait universel et c'est vachement pratique. Si je prends ici le cas du volume du cylindre, eh bien en pratique, ça te permet de savoir combien de litres d'eau tu vas devoir mettre dans cette piscine en fonction de la hauteur de la piscine et bien sûr de son diamètre, hauteur, diamètre. Tu vois la formule que le nombre pi te permet d'utiliser. Tu comprends bien qu'en géométrie, le nombre pi est utilisé de façon universelle. Il est d'une très grande importance. Mais ce n'est pas qu'en géométrie que c'est important. On le retrouve dans tous les domaines. Par exemple, ici en mécanique, si tu veux connaître la vitesse de défilement du disque ici,
qui a un certain diamètre d et qui effectue un tour en un temps que j'appelle grand T, eh bien la vitesse de défilement du disque ici sera donnée par la formule qui est ici, qui contient pi. Un autre domaine tout à fait différent, c'est celui du magnétisme. Si tu veux exprimer le champ magnétique, en fonction de la distance à laquelle tu te trouves d'un courant, on sait bien que c'est le courant qui génère le champ magnétique, eh bien tu vois que pi intervient ici. Pour le champ électrique, c'est la même chose, tu vois le nombre pi qui intervient dans la force électrique ici entre deux charges électriques. Et le dernier exemple que je choisis ici, c'est un exemple de physique beaucoup plus moderne, c'est l'expression ici de ce qu'on appelle le principe d'incertitude, qui est illustré ici avec des photons, des particules de lumière. Le principe d'incertitude, je ne vais pas t'expliquer ce que c'est trop compliqué, mais tu vois que son expression mathématique contient le nombre pi. Tout ça pour te dire que ce nombre, qu'on ne connaît en réalité pas, mais qu'on connaît avec une grande précision, tu es d'accord ? Ce nombre est tout à fait universel. Voilà, alors si on en revient à notre petit problème de l'odomètre, on a résolu le problème. Grâce au nombre pi, eh bien, je connais la formule ici, qui relie le périmètre d'un cercle à son diamètre. Et donc, je sais que le nombre pi qui intervient dans cette formule, il est connu, il vaut à peu près 22 septièmes, je le répète. C'est pas mal de retenir ça pour toi, que pi, c'est à peu près 22 septièmes. Voilà. Et que donc, si tu as un diamètre de roue donné, tu vas pouvoir le calculer ici. Tu vas avoir 1,26 mètres. Voilà, et ton problème est résolu. Voilà, alors pour terminer, oui c'est ça, donc tu pourras maintenant confortablement utiliser ton dispositif pour traduire le nombre de tours en distance mesurée. Voilà, alors je termine ici tout simplement en te disant que j'ai préparé une séquence qui concerne la démonstration d'Archimède du calcul du nombre pi. Alors tu pourras voir cette séquence quand tu auras les notions mathématiques pour le faire. Pour cela, il te faudra seulement être familiarisé avec le théorème de Pythagore et avec le théorème de Thalès, c'est-à-dire la notion de triangle semblable. Ce sont les deux outils mathématiques que Archimède a utilisés pour calculer le nombre pi avec ce polygone de 96 côtés. Donc voilà, une fois que tu seras prêt, tu pourras aller voir cette démonstration. Elle est très très élégante, comme tu le découvriras. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt.